Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de prendre ce rendez-vous de cette émission Forum du jour qui aborde une question inhérente à notre quotidien, le crédit bancaire. Peut-on s'en passer ou est-il un mal nécessaire? Vous le savez, beaucoup y ont recours, soit pour financer leur projet ou pour régler des problèmes ponctuels. À quoi devrait servir le crédit bancaire et quels sont ses inconvénients? Nous avons invité des spécialistes pour en débattre et vous édifier. Barthélémy Senou, vous êtes docteur en économie et enseignant à l'École nationale d'économie appliquée et de management ENEAM. Bonsoir. Bonsoir, M. Ramirok. Oui. Et en face de vous, Saturnin Rontoro-Tegbert, vous êtes actuaire de formation, responsable du service actuariat et réassurance d'une entreprise, d'une compagnie d'assurance. Merci également d'avoir répondu présent à notre invitation. Bonsoir, M. Rock. Oui, et nous avons également dans ce charmant public qui nous accompagne des hommes et des femmes avertis de la question. Chacun d'eux va dévoiler son identité et son profil à sa prise de parole. En attendant, je reste avec mes invités autour de la table. Professeur, déjà, je vous demande, qu'est-ce qu'on peut comprendre par crédit bancaire en tant qu'économiste? Merci beaucoup, cher ami Rock. Alors, déjà, lorsqu'on parle du crédit, d'abord, avant d'aller à l'aspect bancaire, le crédit, c'est un montant, c'est une ressource qu'un individu peut mettre à la disposition d'un autre. Et le système est fait tel qu'il y a le problème, le problème de confiance. Confiance parce que celui qui met les ressources à la disposition de l'autre, il est sûr, en tout cas il a confiance en lui qu'il va le rembourser à une échéance donnée. Et c'est justement pour cela que lorsque nous parlons du crédit, étymologiquement, vous voyez, ça vient en fait de credere, qui définit la notion de confiance. Maintenant, quand on parle du crédit bancaire, c'est que c'est une institution que nous appelons la banque ou une institution financière qui met ses ressources donc à la disposition de n'importe quel agent économique, que ce soit un ménage ou une entreprise. D'accord. Vous savez, beaucoup disent que le crédit bancaire est un mal nécessaire. Pourquoi des gens le disent, selon vous? Oui, et le crédit bancaire peut être perçu comme un mal nécessaire. D'abord, un mal, pourquoi? Parce que nécessairement, il doit être remboursé avec des intérêts. Donc, ça fait mal aux consommateurs qui contractent de pouvoir verser des intérêts. Ça, c'est clair. Mais il est nécessaire quand même parce que, d'abord, du point de vue macroéconomique, le rôle du crédit, c'est de pouvoir alimenter le circuit de l'activité économique par un accroissement de la consommation. Tout à fait. Et s'il n'y a pas consommation, c'est que les entreprises ne pourront pas écouler leurs produits et donc il n'y aura pas de croissance économique. Donc tout cela mis ensemble, on peut bien sûr dire que le crédit est à la fois un mal, mais il est aussi nécessaire. Très bien. Vous qui êtes spécialiste en assurance, alors dites-nous déjà, pourquoi dit-on que le crédit est un mal nécessaire? Surtout le crédit bancaire. Alors, M. Rock, le crédit, en ce sens, comme l'a souligné le docteur, ça permet à la personne qui le contracte de pouvoir financer une activité, un projet. Oui. Donc, en ce sens, déjà, il en a un besoin urgent. Tout, on peut conclure que c'est un mal nécessaire. Ramener au niveau du secteur de l'assurance, le crédit bancaire permet à celui qui l'a contracté également de s'offrir également une protection en cas d'aléa. Parce que celui qui contracte un crédit bancaire, le banquier lui a notamment exigé des garanties. Et dans ces garanties, il peut lui exiger des parcelles et autres biens. Mais au cas où il ne serait pas, il va décider, il faudrait quand même qu'on puisse l'assurer se substituer à lui pour pouvoir rembourser les encours. D'accord. Mais pourquoi devrait-on aller à un crédit? Lorsque je suis vos définitions, l'explication qu'en a donné le professeur tout à l'heure, pourquoi devrait-on aller à un crédit bancaire?
Pourquoi devrait-on aller à un crédit bancaire? En fait, ça dépend du choix de la personne. De la personne qui décide d'aller à un crédit bancaire. Il y a d'autres institutions, il y a plusieurs institutions qui offrent des crédits. Mais s'il décide d'aller à un crédit bancaire, je prends par exemple un salarié, il a domicilié son salaire au niveau d'une banque. Donc, il se rend chez son banquier pour pouvoir bénéficier d'un prêt. Donc, de là, on parle de crédit bancaire. Quelqu'un qui n'a pas domicilié son salaire et qui n'a pas un compte en banque, là, on ne peut pas parler de crédit bancaire. Je ne sais pas si le docteur a quelque chose à compléter. Oui, et pourquoi devrait-on aller au crédit bancaire? Oui. D'abord, il faut reconnaître que nous sommes dans un monde où, de façon générale, les ressources disponibles Sont limitées. par rapport aux besoins que nous avons à satisfaire. Alors, le revenu d'un agent économique ou les ressources financières dont dispose une entreprise aujourd'hui ne sont pas aussi suffisantes pour pouvoir couvrir donc toutes les dépenses que l'entreprise a à faire ou que le consommateur a à faire. Dans ces conditions, il y a cette possibilité-là de pouvoir obtenir des ressources auprès des institutions financières. Il faut rappeler qu'en réalité, ces institutions financières jouent un rôle d'intermédiaire entre deux catégories d'agents. Vous avez une première catégorie qui a des ressources au-delà de ses besoins et l'autre catégorie qui est à déficit, a besoin de financement. Donc les institutions financières jouent en fait quelque sorte un rôle d'intermédiaire financier où elles collectent les ressources auprès des agents à capacité de financement que à travers l'opération de crédit, elles orientent vers les agents à besoin de financement. Donc vous voyez, dans ce contexte, on se rend compte que le crédit va permettre de rendre en quelque sorte beaucoup plus efficient la distribution des ressources au niveau des deux catégories d'agents. Et c'est dans ces conditions donc que les agents à besoin de financement sont obligés d'aller vers les banques pour pouvoir obtenir ces ressources pour satisfaire leurs besoins. Oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs types de crédits. On parle de crédit immobilier, on parle de crédit, d'autres sortes de crédits pour réaliser certains. Mais on constate également qu'il y a certaines personnes qui vont prendre des crédits pour des événements ponctuels, par exemple un anniversaire ou bien un décès. Est-ce qu'on devrait prendre des crédits pour ces événements? Oui, et l'orientation, l'utilisation du crédit que l'agent obtient, cela dépend lui-même de ses propres préférences d'abord. Alors, il faut voir d'abord quelle est l'utilité qu'il accorde à cet événement ponctuel dont vous parlez, si c'est un anniversaire. Si pour lui, cet anniversaire est un événement de très grande utilité, il est libre de pouvoir rechercher par tous les moyens et les ressources pour pouvoir satisfaire ce, puisque c'est après tout un besoin pour lui. Ouais. Et tant qu'il n'a pas satisfait ce besoin, il n'est pas content. Donc, il faut lui permettre quand même de pouvoir mobiliser les ressources où qu'il peut les trouver pour pouvoir satisfaire donc ce besoin. D'accord. Vous savez, lorsqu'un client demande un prêt au niveau d'une banque, on lui exige tellement de garanties, il a déjà des avaliseurs et malgré ça, on l'oblige à payer des frais à l'assurance. Pourquoi? Alors, monsieur, c'est une très bonne question. Quand quelqu'un demande un crédit, selon le niveau de montant, on lui demande un certain nombre de garanties, parmi lesquelles, déjà, on trouve l'assurance. Le rôle de l'assurance, surtout quand on prend un crédit, c'est pour faire face à un aléa que personne ne peut maîtriser, qu'est la mort, la disparition de la personne. La mort ne prévient pas. Okay. Donc, en cas de décès de la personne qui a contracté un crédit, l'assureur se substitue à cette personne et rembourse l'encours intégralement en cas de décès. Donc, c'est le rôle de l'assurance. Est-ce que c'est déjà arrivé? Vous connaissez des cas où des gens ont contracté des prêts, n'ont pas survécu et que l'assurance est payée? Exactement, on a eu ces cas tous les jours. Et puis l'assureur rembourse l'encours restant dû au jour du décès de la personne ayant contracté ce prêt-là. Mais l'autre grief contre vous, c'est que vous n'êtes pas souvent ouvert aux jeunes qui n'ont aucune garantie, par exemple, qui difficilement trouvent des avaliseurs pour servir de caution.
c'est à croire que les prêts ne sont destinés qu'aux nantis, ceux qui ont des moyens pour pouvoir faire face. Alors ça, je pense que cette question est adressée plus à un banquier. Mais ce que je voulais peut-être m'aventurer à dire, c'est que le métier, comme l'a expliqué le docteur, c'est une relation de confiance. Outre cette relation de confiance, il y a toujours, on dit que, parce que quand je mets de l'argent à disposition d'une personne, je m'assure, j'analyse déjà cette caution et je m'assure que cette personne est capable de pouvoir me rembourser la somme empruntée à une date T convenue de la copartie. Mais si je l'analyse, je vois que cette personne, en le voyant, au regard des états d'information qu'il m'a fournis, n'est pas capable de pouvoir me rembourser l'argent, inutile de prendre un risque. Pour rejeter sa demande carrément. Nous, l'institution d'assurance n'est pas habilitée à accorder des crédits, mais de façon analytique. Vous tenez à voir tout ça, parce que vous n'allez pas prendre une caution pour quelqu'un qui n'a pas la possibilité de pouvoir payer ce qu'il a pris. Non, mais l'assureur, déjà, il se base sur les documents fournis par le banquier, déjà, pour pouvoir couvrir ce risque-là. Donc, il y a déjà un travail en amont qui est déjà effectué. Donc, du coup, nous, au regard, tant plus que tout ce que nous couvrons, c'est le décès de la personne assurée, de la personne qui a contracté le prêt. Donc, une fois que ces conditions sont remplies, nous communiquons au banquier, aussi à la paie des fois, et le client également, il est au courant de la prime qu'il va payer pour bénéficier de cette garantie-là. Parce que l'avaliseur, parce que au jour où il décède, nous, on rembourse l'encours du crédit, la banque ne met plus la main sur les biens et consorts. Donc, c'est ça qui constitue même le risque, l'avantage de pouvoir souscrire à une assurance décès. Et souvent, dans le cas du crédit bancaire, on parle d'assurance décès sur la tête de la personne qui a contracté le prêt. D'accord, très bien. Je vais me tourner vers mes invités du public. Déjà demandé, prenez le micro s'il vous plaît et présentez-vous. Oui, je suis Rodrigue Kochemé, délégué médical de profession. D'accord, très bien. Est-ce qu'il est souvent facile aux demandeurs de crédit d'en avoir? Et est-ce que le remboursement leur est également facile? Parlez-nous de votre expérience. Bon, je ne vais pas tourner par quatre chemins. Il n'est vraiment pas facile d'avoir un crédit, en tout cas au Bénin. Parce que j'ai eu la chance, de par de ma profession, de faire un peu le tour de la sous-région et de faire l'international. Ailleurs, pour faire des crédits, ce n'est pas aussi difficile. Bon, je ne veux pas aller vraiment vers l'Europe parce que dans les pays européens, on incite même on t'invite même à venir prendre des crédits. Ouais. Tu es à la maison tout tranquille, ton portable sonne, c'est pour recevoir des messages. Viens faire des prêts, viens faire ceci, viens prendre ceci, viens prendre cela. Alors que ici, c'est toi-même qui t'échines, tu fais tout, et pour l'avoir encore, c'est difficile, vraiment difficile. C'est à croire que vraiment les banques, à la limite, on quémande le crédit. Ce n'est pas normal. Mieux, c'est qu'on te demande tellement de garanties. Tellement de garanties, parcelles, avaliseurs, titres fonciers, tout ça. Si tu avais tout ça, à quoi servirait peut-être? Tu pourrais peut-être te passer de tes parcelles et régler le problème que tu as de façon ponctuelle. Mais on te demande tellement de choses, on demande même l'aval de ton employeur. On demande tellement de choses. Ah, comme il a dit, mon ami de l'assurance, je pense que si déjà, après l'étude du dossier, on voit que c'est un dossier vraiment crédible, seul l'assureur, ça suffit. Mais aujourd'hui, les banques, ce n'est pas ça. On te fait courir de gauche à droite et tout ça. Et après, peut-être, c'est pour te remettre des miettes. Et derrière ça aussi, Dieu seul sait comment les calculs se font. Justement, on parce te met des pourcentages énormes. L'usager ne comprend toujours pas. Si vous allez, par exemple, à Lomé, tout juste à côté, tu fais un prêt à Lomé, le pourcentage d'aujourd'hui, je ne vais pas donner les chiffres ici pour faire des jaloux. Mais quand tu compares un prêt à Lomé... Vous pouvez donner le pourcentage, vous ne citez pas le nom d'une banque. Qui ont fait des prêts à Lomé qui tournent autour de 7%, 7,5%, 8% d'intérêt. Mais ici, quand tu as la chance, c'est 9%, 11% et plus. Vous voyez donc, les prêts ailleurs, 6%, 7%, 8%. Ici, tu tournes dans le meilleur des cas autour de 9%. Sans compter d'autres charges, sans compter d'autres... En tout cas, je ne veux pas rentrer dans les secrets, mais c'est que c'est vraiment un circuit infernal. Et je voudrais que les gens revoient la copie parce que le moment va arriver
et ils vont s'aligner à l'international, c'est que c'est eux qui vont courir vers les clients. Absolument. Sinon, ils vont tous fermer. Oui. Ils vont tous fermer. Je comprends le risque. Je sais qu'il y a des aléas, comme il a dit, qui arrivent. Mais si l'assureur est là, et l'assureur qui perçoit tout le temps, et s'il n'y a rien, ce que perçoit l'assureur, ça c'est à quoi? Donc aujourd'hui, quand on est dans ce système de réserve, on ne veut pas accompagner les demandeurs de crédit, moi je trouve que c'est vraiment un faux calcul. Oui, mais par rapport au remboursement, parfois ça pèse sur le client, celui qui a contracté le prêt. Pourquoi cela? Bon, il y a plusieurs catégories. En fait, si le dossier est bien étudié en fonction des revenus de l'intéressé, je crois que ce qui est retenu normalement, c'est 33% du revenu global de l'intéressé. Oui. Bon, il peut y avoir des cas de façon exceptionnelle où ils font appel à ce qu'ils appellent cession sur salaire. Ouais. On signe un engagement en fonction, peut-être la personne avait déjà une ligne de crédit et de façon ponctuelle veut contracter encore un autre crédit. On ne possède pas, comment ils appellent ça, cession sur salaire, et ils augmentent. Sinon, 33% de tes revenus, c'est ça la quotité cessible. Et ça, dans la limite du possible, c'est raisonnable, on gère. C'est peut-être quand on va au-delà de cette quotité cessible-là que les difficultés commencent au niveau du paiement. Mais on finit toujours par payer. Mais le problème qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans un système où certains employeurs ne maîtrisent pas le lendemain. Si je prends par exemple ma corporation, je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie. Le couteau dans la plaie, mais le milieu pharmaceutique a connu un certain nombre de problèmes où certains laboratoires ont levé le pied sur le Bénin, d'autres ont fermé. Aujourd'hui, les banques ne considèrent plus les délégués médicaux, ne veulent plus faire de prêts aux délégués médicaux. Or, quand on parle de délégué médical, c'est quand même un cadre, et pas des moindres de la société. C'est de grands cadres. Ouais. Aujourd'hui, c'est de grands revenus que ces derniers... En tout cas, on alimente régulièrement les banques avec nos revenus, avec tout ce que nous faisons comme transactions financières. Mais quand tu vas aujourd'hui dans une banque, tu dis tu es délégué médical, c'est comme si c'est du poison qu'on leur a apporté. Ah oui. Ils ne veulent plus du tout sentir. Oui. Ce n'est pas normal. Il y a un problème qui se pose et vraiment, si l'assureur est là, je crois que c'est une garantie où les banques peuvent s'appuyer sur ces assureurs-là pour pouvoir au moins permettre à la population et aux demandeurs de crédit de pouvoir trouver satisfaction à leurs demandes. Absolument. J'ai bien envie de vous reposer la même question. Pourquoi il est souvent difficile à ceux qui ont contracté des prêts au niveau des banques de les rembourser? Quelqu'un disait par exemple que si c'est un particulier par exemple qui contracte le prêt au moment où la taille de sa famille est peut-être à 4, et qu'avant l'échéance, le terme de l'échéance, la taille de la famille passe à 6, voire 7, ça lui devient très difficile. Comment gérer tout ça? Merci beaucoup, cher ami. Et la capacité à rembourser le crédit, c'est vrai, cela dépend d'un certain nombre de facteurs. Vous voyez, déjà, lorsque le consommateur il va vers l'institution financière pour contracter donc le prêt, c'est qu'il a lui-même, avant de prendre la décision, fait un certain nombre d'analyses. Oui. Et s'il doit être objectif, il devrait en principe choisir un montant de crédit qui puisse être pour lui facile à rembourser. Mais nous sommes dans un environnement, nous sommes dans un système où il y a une incertitude. En réalité, c'est l'incertitude qui introduit la complication dans tout le problème. Le risque n'est pas prévisible. Le risque, il peut arriver à tout moment. Et c'est justement parce qu'il y a ce risque qui peut survenir à tout moment que l'assureur est là. Lui, il est là en quelque sorte pour prendre en charge le risque lorsqu'il va se réaliser. Ouais. Mais le délégué médical l'a dit tout à l'heure, ce risque, la plupart du temps, en moyenne, la probabilité de survenance du risque est quand même de plus en plus faible. Ouais. Maintenant, quand tu as un ménage qui contracte un crédit et qui a de difficultés à rembourser, vous avez dit tout à l'heure, la taille du ménage a entre-temps
augmenté. Je crois que si la taille du ménage augmente, ce n'est pas un aléa. La difficulté également augmente. Il a voulu que la taille du ménage augmente. Donc là, c'est un choix rationnel et individuel. Alors, il devrait alors avoir pris cela en compte dans sa décision à aller contracter un crédit. D'accord. Avant de continuer sur ce plateau, nous allons vous inviter à écouter également ce que les citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou pensent des crédits bancaires. C'est une Vox Populi réalisée par Victoire Ongan. Le crédit bancaire, c'est bon. Mais ce qui ne permet pas à tout le monde d'y avoir accès, c'est les conditions. Les conditions qu'il faut remplir avant d'avoir accès à ces crédits. Il faut d'abord avoir un compte bancaire, avoir déjà roulé ce compte-là. Donc, le Béninois lambda, celui qui ne sait pas lire ni écrire, qui veut contracter ce prêt-là, je ne sais pas comment il va faire. Il ne s'y connaît pas trop. Est-ce qu'il va quitter son petit village, à venir à Cotonou, ouvrir un compte bancaire, rouler pendant combien de temps avant d'avoir ces prêts-là? Pour avoir accès à des cas de prêts, il faut beaucoup de papiers pour les banques. Mais j'ai vu aujourd'hui que les petits microfinances, sont en train de prendre le dessus sur les banques. Puisque déjà avec une parcelle, on a déjà des petits prêts. J'ai ma société depuis 20 ans, mais je n'ai jamais eu de prêt à ce niveau-là. Je connais beaucoup qui sont passés par là, ils sont tombés. L'affaire pour laquelle vous êtes allé chercher l'argent de la banque, quand ça ne marche pas, je pense que vous allez tomber. Moi, j'en ai déjà fait 2 fois. Pour moi, pourquoi j'ai fait? C'est parce que j'ai pris ça comme une manière de rattraper un peu le temps. Parce que sans prêt, tu ne peux rien faire. Moi, j'ai domicilié mon salaire. Et puis, de temps en temps, comme ils ont mon salaire, ils prélèvent. Mais seulement que vers la fin, j'ai senti trop de difficultés. Parce que, à voir l'évolution, puisque de temps en temps, quand j'ai pris l'argent, il y a les besoins des enfants aussi qui évoluent par rapport au train de vie. Vers la fin, les difficultés arrivent, mais on essaie de gérer. Si tu n'as pas une activité secondaire, étant fonctionnaire, il faut faire des prêts pour pouvoir vite quitter la location. Et ça aide plusieurs jeunes aujourd'hui à s'en sortir. C'est-à-dire les entrepreneurs, ceux qui ont des projets, qui n'ont pas les moyens pour entreprendre ces projets-là, peuvent quand même se référer à la banque. Et je pense que les banques aujourd'hui sont en train de jouer un rôle très important dans ce domaine-là. Je pense que celui qui a son projet et qui n'a pas les moyens peut se référer à la banque, c'est nécessaire. Voilà. Vous avez entendu quelques citoyens qui se sont prononcés justement sur le crédit bancaire. Est-ce qu'il faut y aller ou pas? Ils en ont parlé. Nous allons revenir sur ce plateau. Déjà, je vais me tourner vers le public de ma gauche. Prenez le micro déjà pour vous présenter et vous prononcer sur ce que vous avez entendu d'abord. D'accord. Merci, monsieur le journaliste. Je suis Donor Azuma. Je suis entrepreneur agropastoral. En ce domaine ou par rapport à la question de l'agriculture ou du crédit qui nous rassemble ici aujourd'hui, je crois que c'est relatif. C'est d'abord une question de survie pour le domaine parce que nous sommes appelés aujourd'hui en termes agropastoral ou entrepreneurial d'innover. Nous sommes en Afrique et nous avons besoin réellement de pouvoir adapter nos besoins par rapport à ce que nous fournissons ou ce que nous apportons à la population. Malheureusement, les moyens ou la volonté politique n'accompagnent pas. Aujourd'hui, lorsque nous assistons ou lorsque nous postulons à des appels à candidature, nous nous retrouvons face à des conditions où on te demande par exemple d'avoir déjà 3 ans d'existence, d'avoir un compte bancaire, d'avoir ci, d'avoir ça. Et lorsque vous vous tournez par exemple vers les institutions, comme l'a dit tout à l'heure le professeur, non pas l'assureur, le professeur, la question du crédit est relative.
lorsque vous voulez, ou lorsque vous avez les moyens, vous y allez. Mais lorsque vous, par exemple, vous assurez, ou vous allez par exemple vers une banque, et que vous dites, je veux par exemple produire du maïs, on vous regarde, on commence par vous poser des questions. Alors, vous produisez déjà, vous n'en produisez pas, c'est quoi chez vous la rentabilité à l'hectare et tout. Lorsqu'on vous pose toutes ces questions, je crois que vous répondez. Lorsque vous êtes bien futé, vous arrivez à trouver les bonnes réponses, vous avez le crédit, vous démarrez. Lorsque vous êtes bien futé, vous dites... Bien sûr, j'ai bien dit bien futé, c'est-à-dire quand vous êtes bien intelligent, que vous arrivez à bien mentir, à bien remplir... À bien mentir, ouais. Exactement. Quand vous arrivez à remplir les cahiers des charges et tout ce qu'on vous demande sans réellement être impliqué dans le dispositif, ça passe, vous avez le crédit, mais après, fiasco. Alors que, en réalité, je pense personnellement que le crédit dans le domaine de l'entrepreneuriat est essentiel. Aucune entreprise ne se développe de ses propres moyens. Parce qu'en fait, le crédit permet à l'entrepreneur de pouvoir prouver sa capacité d'autogestion. Pourtant, les banques, les SFD que nous avons aujourd'hui, vous accompagnent dans, comme l'a dit l'ami tout à l'heure, le délégué médical, on vous accompagne comme si vous êtes un citoyen, simplement, qui est venu réclamer un crédit. Alors, il faut que vous courez. Vous venez, vous demandez, vous apportez toutes les garanties, et après on dit, on veut aller voir ce que vous avez. On vient, on regarde, on te dit, bon, écoutez, ce que vous avez présenté là, est-ce que ça vous permet effectivement de rembourser le crédit que vous avez? Or, dans d'autres pays, je ne vais pas citer des noms, des pays de la sous-région ou de l'Afrique australe, vous voyez que dans ces pays-là, le crédit s'adapte lorsque vous avez une demande particulière. C'est-à-dire quoi? Je viens aujourd'hui, je dis, moi je fabrique des chaussures. Ok? Vous fabriquez quel genre de chaussures et on vous accompagne. Lorsque par exemple vous dites, non, moi je fais du yaourt. Ok? Vous faites quel genre de yaourt? Parce que du yaourt, il y en a plusieurs. Et on vous accompagne. Mais malheureusement encore chez nous, ce n'est pas encore le cas. Pas du tout. Et je crois que les efforts du gouvernement pour accompagner le domaine de l'entrepreneuriat, il reste encore beaucoup à faire. Mais vous avez soulevé un aspect tout à l'heure qui me paraît important. Vous avez dit, lorsque vous êtes bien futé, vous arrivez à avoir le crédit que vous demandez. Est-ce que déjà il n'y a pas une intention malsaine de ne pas rembourser? Pas forcément. C'est comme lorsque vous allez comment je vais dire, c'est comme lorsque vous allez à un entretien d'embauche, on vous demande qu'est-ce que vous savez faire, quelles sont vos aptitudes au métier. Vous pouvez dire que vous avez déjà ou vous avez des aptitudes très avancées ou très poussées pour effectuer le métier, et après vous irez chercher ce que ça veut dire réellement le métier. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément une intention malsaine. Lorsque par exemple vous portez un projet en vous et que vous y croyez, vous êtes prêt à trouver tous les arguments pour convaincre votre vis-à-vis, pour pouvoir vous permettre de démarrer votre projet et d'y arriver. C'est lorsque vous ne savez pas réellement à quoi vous y attendre que vous pourrez dire, vous pouvez balbutier. Ce n'est pas forcément une intention malsaine, mais c'est surtout pour pouvoir arriver à obtenir le crédit et après gérer. On dit souvent en entrepreneuriat, on dit il faut un plan d'affaires. Lorsque votre plan d'affaires est bien rédigé et que vous avez bien mûri votre idée, vous pouvez, même quand vous êtes bien futé, y arriver. D'accord, très bien. Merci à vous, chère amie Donna. Passez le micro à madame. Oui, présentez-vous, chère dame. Alors, merci. Je remercie le plateau, je remercie nos téléspectateurs. Je suis Nadège Anago. Oui. Je suis web entrepreneur. Web entrepreneur. Oui, ça veut dire que je dirige une agence de marketing digital. Donc, nous proposons des solutions aux clients orientés Internet. Et il paraît qu'il est plus facile pour les femmes d'avoir plus de crédit que les hommes. Alors, ça, je ne sais pas. Parce que personnellement, ça, je ne sais pas. Il paraît simplement qu'en règle générale, les femmes ont plus de facilité dans tous les domaines que les hommes. Alors, pour en revenir au sujet... Parce que vous avez un atout particulier. Bon, vous pouvez continuer. Déjà, notre sourire, on va dire. Et donc, pour revenir au sujet qui nous intéresse, j'avoue que j'apprends beaucoup à travers cette émission. Mais personnellement, je ne dirais pas que de facto, je suis pour l'emprunt bancaire. Ah, d'accord. Oui, parce que je pense que... j'ai vu beaucoup d'entreprises s'écrouler parce que ces entreprises ont contracté un prêt
et qu'après, elles sont incapables de les rembourser. Je pense que pour les jeunes entreprises, les start-up, le crédit bancaire n'est pas forcément la solution. Vous voyez, pour prendre un exemple simplifié à mon avis, lorsqu'un enfant naît, il est incapable de manger des aliments solides. Il ne peut manger que des aliments liquides, à commencer par le lait. Donc c'est comme ça que pour moi se passe aussi l'entrepreneuriat. Lorsque vous êtes une start-up, allez-y à votre rythme, allez-y avec vos moyens. Et si vous croyez en vous, vous allez pouvoir convaincre les gens qui sont autour de vous. Et avec le temps, votre entreprise grandissant, vous pouvez maintenant contacter un prêt. Mais tous les jeunes n'ont pas les moyens. Vous avez une ambition, une grande ambition que vous voulez réaliser, mais par défaut de moyens, il y a beaucoup de jeunes comme ça qui n'arrivent pas à émerger de leur réflexion, de leurs rêves, par défaut de moyens. Alors, je vais répondre simplement en disant que là où il y a la volonté, il y a un chemin. Je refuse en fait l'idée que vous avez l'ambition, la bonne et la belle idée, le potentiel qu'il faut et que la seule chose qui vous freine, c'est le financement qui vous ralentit. Vous allez commencer. En fait, les banques elles-mêmes, il y a un processus. Quand vous venez, on vous pose des questions. On vous pose des questions parce que plus vous avez de l'ancienneté, plus vous avez des réussites dans votre domaine, plus le banquier sera convaincu de la nécessité pour vous d'avoir ce crédit. Et comme l'a dit M. Pochemé tout à l'heure, ailleurs, c'est les banques qui courent après les clients. Ici, ça se passe déjà. Ah bon? Oui, ici, ça se passe déjà lorsque vous êtes un client crédible, lorsque vous avez le potentiel et tout ce qu'il faut. Les banques courent déjà après vous pour vous octroyer un prêt. Mais à ce moment, c'est lorsque... Parce que les banques ne font pas du bénévolat. Oui, justement. Les banques, en fait, vous contactent, vous laissent leur argent parce que derrière, elles espèrent que vous allez rembourser et rembourser avec des intérêts. Donc, si vous n'êtes pas crédible, souffrez que les banques nous fassent pas ces prêts. Moi, j'ai vu des amis qui ont contacté des prêts et il n'y a même pas longtemps, c'est arrivé à une amie qui a pris près de 5 millions dans une entreprise. Elle travaillait encore, elle était dans une entreprise, elle était comptable dans une entreprise. Elle a eu l'idée d'avoir un dépôt de 6 mois. Elle a contracté un prêt de 5 millions sur son salaire. Donc, en temps, parce qu'elle n'était pas elle-même là à gérer l'entreprise, le gérant l'a flouée. Lorsque des commandes venaient, il les orientait ailleurs. Donc, l'entreprise est tombée rapidement et c'est sur son salaire qu'il fallait prélever tout ceci. Entre-temps, elle a connu un licenciement, donc vous voyez que c'est difficile. Très difficile. Alors moi, je l'ai dit dès le départ, si tu crois vraiment que ce projet-là est bon, tu démissionnes, tu commences. Tu commences petitement, tu te rends compte petitement des réalités de ton entreprise et tu avances avec. Je ne suis pas convaincue lorsqu'on me dit que c'est le prêt bancaire qui est la solution à tous les problèmes dans l'entrepreneuriat. Et je vais donner d'autres petits exemples avant que vous allez-y très rapidement. Vous savez, comme je vous l'ai dit, je suis web entrepreneur. Et donc, pour les besoins, il nous arrive de tourner des capsules. On a besoin de caméras. Et donc, pendant un bout de temps, je louais les caméras chaque fois qu'il fallait tourner. Et tout le monde me disait, Nadège, il te faut une caméra, il te faut une caméra, il nous faut une caméra, on en a besoin. Et tout le monde me conseillait d'aller vers le prêt bancaire. J'ai dit non, je ne vais pas faire ce prêt-là. Ce que je vais faire, j'avais une parcelle avec une de mes sœurs. Je lui ai dit, avance-moi l'argent. C'est un peu comme si je t'avais vendu ma parcelle, mais tu vas me laisser un temps pour rembourser ce que j'ai pris. Figurez-vous que lorsque j'ai pris cette caméra-là, ce besoin qui était là, constant, dès l'instant où j'ai pris la caméra est restée pendant un bout de temps sans sortir de sa sacoche. Elle n'a rien rapporté. Elle n'a rien rapporté pendant un bout de temps. Et c'est pour vous dire que si c'est un prêt bancaire que j'avais fait, il aurait déjà fallu commencer par rembourser ces échéanciers. Et c'est de la pression que ça m'aurait foutu. Et entre-temps, si je ne croyais pas vraiment au projet, je vais me dire que ce n'est pas bon. Alors qu'il y a du bon dedans. Donc je pense que le prêt bancaire, oui, mais à des conditions. Très bien. Le prêt bancaire, oui, mais à des conditions. Cela a été dit, faire un prêt bancaire, c'est se donner beaucoup de pression, c'est se donner beaucoup de stress. Vous partagez justement ces impressions? Merci beaucoup, cher ami. Je partage entièrement ces impressions. Mais vous allez permettre que je mette un accent sur quelques 3 points essentiels qui découlent
de ce que nous avons entendu et tout à l'heure dans votre reportage et de ce que le public a dit. Okay. Premièrement, notre ami Donna, l'agro-entrepreneur, il a dit quelque chose de très pertinent que je vais appuyer d'ailleurs. Il dit, aujourd'hui, vous ne pouvez pas, aucune entreprise n'a les ressources suffisantes pour pouvoir faire face à tous ses besoins. J'appuie cela en disant aussi que aucun consommateur aujourd'hui n'a toutes les ressources pour pouvoir satisfaire ses ambitions, donc à partir de ses ressources propres. Et c'est justement de là que vient le fondement même de la notion de crédit. Est-ce que vous voyez? Quand vous regardez aujourd'hui, on ne peut pas développer une économie aujourd'hui sans l'alimenter. Et l'alimenter, c'est lui donner les ressources nécessaires. Et vous voyez, j'ai dit à l'entame dans cette émission, en introduction, j'ai rappelé que il faut que le crédit accompagne pour faire de la croissance. Tout à fait. Parce que d'un côté, ça doit impacter le consommateur par accroissement donc de son pouvoir d'achat. De l'autre côté, ça accompagne aussi le producteur en lui permettant d'accroître l'offre. Et si l'offre s'accroît, si la demande s'accroît, vous voyez que on va vers la croissance. Bien sûr. Premier point. Deuxième point, et je reviens toujours à l'agro-entrepreneur qui a dit quelque chose de très très important, mais qui est passé très rapidement. Il a dit, lorsque vous êtes bien futé, vous allez passer cet examen. Oui, c'est vrai ce qu'il a dit. Mais c'est de là que vient justement le fondement de la notion d'assurance. Parce que il a dit, si vous êtes bien futé, ça veut dire quoi? Il y a une asymétrie d'information entre le banquier et le consommateur qui vient pour demander un crédit. Mais le banquier n'a aucune assurance que toute l'information que le consommateur qui vient demander le crédit lui fournit, que toute l'information est réelle. Il n'a aucune information, il n'a aucune assurance par rapport à ça. Admettons que ce que le demandeur de crédit lui dit n'est pas juste. Le risque peut survenir très rapidement, quelque temps après avoir contracté le crédit. Là, l'assureur, il est là. Mais ce que je voudrais dire, c'est que, vous voyez, le taux d'intérêt que les banques appliquent, peut-être qu'on aura... Monsieur Coutumet l'a déploré tout à l'heure. On aura fait débat sur ça. Bien sûr. Monsieur Coutumet l'a déploré, mais je vais déplorer cela encore plus en disant quoi? Quand vous regardez ce que vous payez pour l'assurance, en réalité, ce n'est pas compté dans le taux d'intérêt. Ah bon? Non, ce n'est pas compté dans le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, c'est ce que vous payez à la banque en plus donc, du principal à chaque échéance. Ça ne prend pas en compte ce que vous versez à l'assurance. Beaucoup pensent que c'est un package. Hein? Ah non, ça ne compte pas. De deux, lorsque vous calculez à la fin de la période que couvre votre crédit, la somme des intérêts que vous avez versés, et vous calculez ce que nous appelons le taux d'intérêt réel, mais vous vous retrouvez pratiquement à près de 100%. Faites le calcul. Si vous contractez un prêt de 5 millions et que vous devez rembourser, je suppose, sur 5 ans, quand vous calculez la somme de tous les intérêts que vous versez à chaque mois, au bout des 5 ans, vous-même, je crois que vous allez... Effectivement. Vous allez avoir les mots de tête. Et il y a, avant d'organiser cette émission, une collègue me disait qu'elle avait fait une demande de prêt de 5 millions. Elle avait un prêt en cours et elle a demandé ce qui restait. Oui, il voulait qu'on rachète le prêt. Ce qui restait, c'était à peine 1 million et quelques. Mais elle avait fait une demande de 5 millions. Finalement, c'est 2 500 000 qu'on lui a envoyé dans son compte. Exactement. Et l'autre chose sur laquelle je voudrais insister aussi, c'est ce que madame a dit tout à l'heure. Bon, les banques aujourd'hui recherchent les clients qui sont à risque faible. Elles recherchent les clients qui sont à risque faible, qui sont en mesure de pouvoir rembourser très facilement. Autrement, elles ne veulent pas prendre de risque. Elles ne veulent pas prendre le risque. Elles veulent faire carrément du bénéfice. Ça veut dire que l'assurance qu'elles prélèvent auprès des clients dans le cadre de ce crédit
ces banques sont presque sûres que ça ne servira à rien. Ça, c'est un problème de sélection. Tout comme les assureurs aussi sélectionnent toujours les risques les plus faibles, les agents les moins risqués. C'est ce que la banque aussi fait en réalité. Si vous regardez la plupart des banques de la place, Madame a dit que les banques aujourd'hui ont commencé par courir après. En réalité, les banques courent de plus en plus derrière les salariés. Oui. Je vais dire les salariés de l'État ou bien des grandes entreprises pour lesquelles elles sont sûres que la durée du contrat est suffisamment longue. C'est les agents, ces individus ont une plus grande facilité à rembourser leurs crédits. Et finalement, quel est le rôle que la banque joue? C'est ça en fait la question. Il faut voir la question sous cet angle. Aujourd'hui, moi je pense personnellement que les banques, quoi qu'on dise, ne jouent pas le rôle d'accompagnement dans le développement économique qu'elles devraient jouer par cette façon de faire les choses. D'accord. Très bien. Et par rapport au reportage que vous avez suivi, vous avez dit que vous avez quelque chose à dire par rapport à ça. Oui, justement, il y a comment dit-on, un téléspectateur excusez, qui parlait du fait qu'il a déjà obtenu le crédit une première fois, il l'a obtenu une seconde fois. Oui, c'est bon, c'est son appréciation personnelle. D'accord? Mais vous voyez... Et il ajoute que sans la banque... Sans la banque... Sans le crédit, il n'aurait pu rien faire. Ça confirme ce que nous venons de dire tout à l'heure. Mais c'est qu'il n'a pas mis l'accent sur tous les coûts que ce crédit lui a généré. Il n'a pas mis l'accent sur ça. Mais généralement, très peu de personnes passent leur temps à calculer tous les coûts que cela génère. L'essentiel, c'est d'avoir l'argent seulement. Quand vous allez, ou quand les banques veulent vous faire signer le contrat de prêt, tout ce qu'elles écrivent là, tout ce qui vous arrange, on écrit ça très gros. Mais ce qui ne vous arrange pas, c'est écrit tellement petit. Donc il faut commencer à lire. Et je le dis au même titre que pour mes amis assureurs, il faut la même chose. Absolument. Donc, oui, cher ami assureur. C'est juste pour vous titiller un peu. Parce que vous avez titillé un peu les banquiers, les assureurs. On vous a jeté assez de pierres. Ah oui. Vous tenez toujours bien dans votre siège. Toujours. Alors, je vais répondre un peu à quelques questions déjà pour les personnes qui ont été soulevées. Déjà, je voudrais préciser, je dis toujours que je ne vais pas parler au nom des banquiers, mais de façon générale... Je rappelle que nous avons invité pour cette émission un banquier qui, à la dernière minute, nous a signalé qu'il ne pourrait plus participer à cette émission. Nous allons certainement revoir une autre fois parce que le sujet est toujours d'actualité et intéressant. Merci de continuer. D'accord. Le métier de la banque, surtout les banques que nous avions, mais ce sont des banques commerciales. Le banquier ne produit pas de l'argent. C'est un dépôt et un prêt. Qui sont ceux qui font les dépôts? C'est vous et moi. Oui. Je fais un dépôt, la banque me garantit un taux donné. Un client vient à la banque, il fait un dépôt, dans son compte épargne, la banque lui promet un taux donné. Mais qu'est-ce que la banque doit faire pour pouvoir lui garantir ce taux? Il ne va pas rester les bras croisés. Il doit emprunter, prêter cette somme à d'autres individus. Mais si la personne à qui... Mais quand on utilise mon argent, qu'on prête à d'autres, qu'est-ce que moi je gagne en tant que simple, moi qui n'ai pas demandé un prêt au niveau de la banque? Voilà, c'est pourquoi on parle des comptes d'épargne, il y a des taux donnés, des taux. Les banques disent que faites un dépôt dans votre compte d'épargne, c'est rémunéré à un taux, je donne l'exemple, 3%, 3,5% là. OK? La banque qui garantit ce taux, mais elle ne va pas rester les bras croisés. Il faudrait qu'elle fasse une activité pour pouvoir garantir ce taux. D'où ils doivent prêter cette somme. Mais à qui? Parce que la personne qui est venue déposer l'argent à la banque a fait confiance à la banque. Donc il faudrait que, quelle qu'en soit la situation, la banque soit en mesure de pouvoir rembourser cette somme. Si la banque prête l'argent à n'importe quel individu sans analyser, le jour, le déposant demande
à récupérer la somme épargnée, qu'est-ce que la banque doit faire? D'où la banque est obligée également de faire une bonne sélection d'abord pour s'assurer des personnes à qui elle emprunte cette somme. Donc ça, c'était déjà une question que je voulais élucider. L'autre question, le docteur parlait d'aléas que effectivement les assureurs s'occupent. Au niveau des assureurs, notamment au niveau de l'assurance crédit, le risque qu'ouvre un assureur, comme je l'ai expliqué tantôt, c'est beaucoup plus le risque, un aléa spécifique que la disparition imprévue de la personne qui a contracté le prêt. Ça, on ne le souhaite pas, mais c'est quelque chose qu'on vit, qui doit arriver, qui peut arriver. Et si cela arriverait, c'est que la banque a des garanties. Mais il faudrait quand même que la banque puisse se couvrir, parce que si la banque prend les parcelles, les consorts et tout, il y a des temps également pour dénouer tout cela. Or, derrière les parcelles, il y a les enfants également qui doivent profiter des parcelles, les consorts. Donc, du coup, l'assurance décès permet à la banque de pouvoir récupérer l'encours que la personne avait le jour du décès, il est décédé. Et de l'autre côté, là, maintenant, il laisse les autres garanties qu'il avait. Mais généralement, ce n'est pas le cas. Si le décédé, comment dit-on, le défunt, il avait mis en garantie sa maison, que cela arrive, la banque n'hésite pas à déguerpir des lieux les occupants de la maison. Non, il faut nuancer. Si tant est que le défunt avait souscrit à une assurance décès, déjà, la banque n'allait plus mettre trop la main sur la maison, parce que le risque... Mais est-ce que la banque prend le soin d'expliquer tout ça à ceux qui contractent des prêts à son niveau? Ce n'est toujours pas le cas. Oui, le docteur, monsieur, je pense que les banquiers le font, évidemment. Parce que c'est une condition, effectivement, parce que dans votre lettre de crédit qu'on vous donne, il y a toutes les garanties que la banque demande, c'est surligné, toutes les garanties que la banque demande avant de vous octroyer ce crédit-là. Donc tout est énuméré sur la lettre de crédit. Merci. Nous allons rapidement, il nous reste plus que quelques petites minutes, nous allons rapidement faire un tour de table. Ça va tenir de nos mots de fin pour cette émission. Vous avez le micro, allez-y très rapidement. Merci, je voudrais dire que je suis très heureux d'avoir participé à cette émission. Et je voudrais finir pour dire que le prêt bancaire est un piège, mais un mal nécessaire. Le prêt bancaire est un piège. C'est un piège, il faut mais le reconnaître. Un mal parce nécessaire. Que l'argent, c'est du feu. D'accord. Dès que tu as, si tu ne sais pas faire, ça brûle. Et après, tu commences par réfléchir. Pour l'avoir, c'est facile. Mais pour rembourser après, si tu ne sais pas t'y prendre, c'est vraiment compliqué. Oui. Mais c'est un mal. Mais c'est nécessaire également. C'est ça. Si tu es salarié aujourd'hui et tu veux vraiment accomplir tes rêves, tu es obligé de passer par là forcément, quel que soit ce que tu gagnes, quel que soit ta position. Plus haut on monte, plus grande est la chute. C'est ça. Ouais, donc, aujourd'hui, quand tu rentres dans ce circuit, tu es obligé de porter des gants, de savoir comment faire pour accomplir tes rêves. Parce que le salaire, ça ne sert véritablement qu'à tenir les 15 premiers jours du mois. D'accord. Après ça, c'est des réflexions qui continuent. Merci beaucoup. Oui, vous avez la parole. Merci beaucoup, cher ami. Je dois dire d'abord qu'au regard de tout ce qui a été dit, et surtout par rapport à la conclusion à ce que l'assureur vient de dire en dernière position, je suis de plus en plus convaincu que l'adage qui dit qu'on ne prête qu'aux riches est très bien vérifié. Je vais préciser davantage que la banque ne prête en réalité qu'aux riches. La banque ne prête qu'aux riches. Et c'est justement ça qui a été à l'origine même de la naissance des institutions de microfinance qui, de leur côté, sont beaucoup plus orientés à accompagner et l'autre couche. Et l'autre élément que je voudrais souligner, qui est très important, très rapidement, et n'oublions pas, il y a une loi qui a été votée, la dernière loi sur l'embauche qui a été votée par les députés au Bénin. Et apparemment, personne ne voit les implications que cette loi pourrait avoir sur le coût d'accès au crédit. Ça passe inaperçu, mais
Je propose qu'à une autre occasion, on puisse avoir un débat pour expliquer les implications que cela puisse avoir sur l'accès au crédit. Absolument, je vous en fais la promesse. Nous allons en parler pour informer nos téléspectateurs. Avant de venir à vous, très rapidement, vous avez 30 secondes parce que le temps qui nous a imparti est complètement terminé. Je dirais tout simplement, comme j'avais commencé par dire, que le prêt bancaire, comme l'a dit mon aîné, est un piège, mais ce piège est nécessaire. Il faut simplement savoir comment s'y prendre et avoir effectivement l'intention de grandir. Parce que quand on veut grandir, comme l'a dit le docteur, plus grand est la montée. Et la chute est plus facile. Merci. Oui, merci. Alors, je vais conclure en disant que c'est vrai que le prêt bancaire est un piège. Je dirais même que c'est un piège sans fin. Un piège sans fin. Sans fin. N'y allez pas si vous avez encore le choix. Merci. Merci à vous. Oui. Alors, pour conclure, je vais dire que le crédit bancaire, effectivement, c'est un mal nécessaire. Mais il y a d'autres moyens qui sont proposés également pour les startups. Comme le dit, il y a le crowdfunding, le financement participatif et le love money. En tout cas, il y a pas mal d'autres solutions qui sont proposées pour permettre également à ces jeunes entreprises d'avoir accès à des financements pour pouvoir réaliser leurs rêves. D'accord. Merci à vous, chers invités, d'avoir répondu présent à cette émission. Un thème très intéressant. J'espère que vous, téléspectateurs, vous avez appris beaucoup de cette émission sur le crédit bancaire. D'aucuns pensent que c'est un piège, d'autres pensent que c'est un piège même sans fin, mais c'est un piège nécessaire. Il faut y aller lorsque vous avez des projets à réaliser, mais tout en étant très futé pour que cela ne pèse pas sur vous. Merci d'avoir suivi cette émission. Au plaisir de vous retrouver pour un autre thème du Forum du jour.